tous, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai profité de mes vacances pour pouvoir me rendre au cœur du Pays Basque à la rencontre des Chorguinac. Alors, une Chorguine, c'est la traduction littérale de sorcière en basque, sorcière ou guérisseuse. C'est leur pays ici. Et du coup, je vais profiter pour partir un petit peu sur leurs traces et découvrir un petit peu leur histoire. Alors je me trouve actuellement au village de Zugarramurdi. C'est un village qui a été au début des années 1600 le théâtre d'une inquisition espagnole assez terrible et historique, mais qui a permis de construire leur histoire. Donc je vais vous en dire plus. Pour cela, je pars à la rencontre de mon ami Julien, dont c'est le métier de faire visiter la région et raconter les légendes qui sont liées à ces sorcières. Depuis ici, les grottes de Sar, jusqu'au village de Zugarramurdi, qui se trouve donc du côté de la frontière espagnole et qui va un petit peu nous éclairer sur ces mystérieuses sorcières. Alors déjà, est-ce que tu veux bien un petit peu te présenter brièvement, en fait, juste ta présence ici et ton lien avec cet endroit? Donc, moi je suis Julien Gahuzer, donc je suis le guide et le créateur des marches Erialdé et particulièrement donc de la marche des sorcières que tu es venu découvrir aujourd'hui. Donc la marche des sorcières, c'est une marche que je fais entre Sar et Zugarramurdi qui relate en fait finalement l'histoire des chasses aux sorcières du Pays Basque qui se sont déroulées ici au XVIIe siècle. Alors du coup, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu des Sorguines, des Chorguines, je ne sais pas si je le prononce bien, nous dire un peu qui elles sont et qu'est-ce qu'elles ont engendré en fait comme type de réaction. Donc à l'époque, on rappelle que c'était au début des années 1600, entre 1608 et 1610. Chez nous, on ne parle pas de sorcières, donc on parle bien de Chorguine au singulier, Chorguina, et Chorguinac, donc les terminaisons aka qui vont parler donc des sorcières ou des sorciers. Ici, on est sur une région très montagneuse qui est un peu préservée encore de la religion chrétienne à l'époque. Et ici, on est encore très empreint de paganisme dans la société basque. Et donc, dans la société basque, on a encore des rituels anciens, des dieux qu'on continue aussi à vénérer et qui n'ont rien à voir avec les dieux chrétiens. Et donc quand les inquisiteurs viennent mettre un petit peu le nez dans ce qui se passe par ici, en fait ils découvrent complètement un autre monde et un autre système de fonctionner. Et ce qui va être particulièrement attaqué ici à Zugarramurdi, c'est ce qu'on appelle les fêtes de l'Akelarre. Alors Akelarre en langue basque ça veut dire le pré au bouc, et c'est les prés qui sont ici tout autour du village de Zugarramurdi, et qui était l'occasion de se retrouver entre gens du village avec les bergers qui revenaient de la montagne et les femmes qui revenaient dans le pré pour aller les accueillir. Et généralement, on faisait des fêtes là-dedans. Et les inquisiteurs, quand ils débarquent ici, ce genre de fête qu'ils voient dans les prés, pour eux, c'est de la sorcellerie. On vient danser autour du feu avec quelqu'un qui va mettre des cornes. Donc, pour les inquisiteurs, il se passe des choses pas nettes à Zugarramurdi, tout simplement. Et j'ai cru comprendre que cette chasse aux sorcières, un peu à répétition, on la doit principalement à beaucoup de personnes, mais une personne particulièrement qui s'est donnée pour mission d'un peu plomber cette région, pour une raison qui nous échappe un peu. Et donc, qui est ce monsieur et quel est son problème à lui aussi? Dans le Pays Basque français, on a un juge de Bordeaux qui était venu, qui s'appelle Pierre de l'Ancre, et qui va lancer la première chasse aux sorcières dans la province du Labourd en 1609. Pierre de l'Ancre, lui, c'est un petit peu trouble. Il est envoyé en fait par le roi Henri IV pour régler des cas dits de sorcellerie à Saint-Jean-de-Luz et Cibourg, qui ne sont pas vraiment en réalité de la sorcellerie, mais plutôt des histoires de vengeance d'Henri IV, parce qu'il était un peu embêté par les Basques marins qui partaient du côté du Canada à cette époque et qui empêchaient Henri IV de pouvoir fonder la Nouvelle-France au Canada et donc de s'installer un petit peu en Amérique. Ces histoires de sorcières dans le Pays Basque français, en réalité, c'est une espèce de vengeance politique menée par Henri IV, et il met tout sur le dos donc de Pierre de l'Ancre qui va mener la chasse aux sorcières ici. Et en réalité, Pierre de l'Ancre, il en écrit un livre de la chasse aux sorcières qu'il a mené chez nous. Et dans ce livre, en réalité, on a presque l'impression qu'il a été vraiment très habité par ces histoires de sorcières et qu'il y croit quand même légèrement. Il trouve que les femmes basques, elles sont un petit peu relâchées, elles ne portent pas de corset, elles viennent danser sur les plages d'après ce qu'il raconte. Et surtout, elles ont accès à pas mal de pouvoirs, elles peuvent être héritières des maisons au Pays Basque.
Et elles ont aussi accès à la connaissance, et particulièrement à ce savoir de la guérisseuse et de la sage-femme. Oui, alors en fait, on se rend compte que finalement, encore une fois, c'est un sujet qui est très actuel parce que c'est simplement des gens, j'allais dire, qui vivaient en marge de la société, mais pas du tout. C'est des gens qui vivaient en marge de l'Église, tout simplement, avec leurs propres traditions, leurs propres rites, leurs propres cultes, leur propre observation de la nature, de la vie avec les saisons, etc. Et du coup, c'est quelque chose qu'à l'époque, ils n'arrivaient pas à digérer. Et tout ce qui ne marchait pas dans les galons de l'église, en gros, était reproché, était affublé de sorcellerie ou de diablerie, quoi. Et très bien, mais bon, ça n'empêche pas que du coup, ces traditions sont quand même restées très ancrées aujourd'hui, puisque je trouve que c'est un petit peu, en ayant un peu visité les choses, ça fait un petit peu la fierté de ce pays et de cette région. Et en termes de légende, est-ce qu'il y a d'autres créatures légendaires qui habiteraient un petit peu dans ces endroits qui sont quand même assez féeriques, quand on se retrouve vraiment comme ça au cœur de cette nature sauvage? Est-ce que on peut rencontrer d'autres créatures de légende? Dans le fond, aujourd'hui, ce qui fait notre fierté à travers donc la Shorgin, la sorcière, c'est que on s'est approprié finalement cette figure et on l'a fait rentrer dans la mythologie basque et dans les légendes. Elle n'en faisait pas forcément partie à la base, mais elle est venue les rejoindre. Et dans la mythologie basque ancienne, on a plein d'autres créatures comme ça qui vont peut-être rappeler à certains une mythologie bretonne, celte. Et on va retrouver par exemple ici dans nos forêts, je pourrais nommer Bachadiaoun, le seigneur sauvage, qui est un petit peu le seigneur des forêts ici au Pays Basque. Bachadiaoun, littéralement, ça veut dire le seigneur sauvage. Et d'après nos légendes, Bachadiaoun, c'est lui qui s'occupe un petit peu de tout ce qui se passe dans la forêt. Et sa grande mission dans la vie, c'est surtout de garder les brebis des bergers qui vont dormir dans les prés tout autour de la forêt. Au bord des rivières, on peut aussi rencontrer les laminacs au Pays Basque. Les laminacs, c'est des créatures, des ondines, des sirènes un petit peu, qui ont des longs cheveux blonds et qui ont des pattes de canard à la place des pieds et qui chantent au bord des rivières et qui ensorcellent un petit peu les hommes qui après, envoûtés, viennent les rencontrer au bord de la rivière. Et on a d'autres laminacs également qui sont des petits lutins qui eux seraient plutôt en réalité des lutins un petit peu farceurs, des petits gobelins qui vivent dans les grottes et dans les montagnes du Pays Basque. Et ces laminacs-là, ces petits lutins, eux, c'est plutôt des constructeurs, des bâtisseurs et particulièrement des grands constructeurs de ponts en pierre. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de ponts en pierre chez nous quand même au Pays Basque. C'est eux qui sont venus nous les construire tout simplement. Alors moi, forcément, un peu fasciné par ces petites créatures fantastiques, je me suis résolu à réaliser moi-même un de ces petits laminacs. Et je suis parti d'une base d'une poupée réponse des Animators, pour ceux qui connaissent bien les produits Disney, qui sont des super bases pour ce qui s'appelle le doll repaint, qu'il s'agit en fait de complètement dénuder, démaquiller, désécheveler, ce que vous voulez, une poupée, et de la remaquiller à l'aide de poudre, de pinceau, de craie sèche. Alors le premier qui l'appelle Arthur et les Mini Boys, ça va très mal se passer, même si c'est vrai que ça lui ressemble, mais arrêtez. J'ai trouvé des petits morceaux de tissu à gauche, à droite, qui me restaient, donc d'autres créations, qui restaient un petit peu dans ce thème un peu très végétal, très basque. Et voilà le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. Il n'est pas trop chou? En plus de la visite du sentier, quelques petits arrêts permettent de faire des points sur la faune locale et les oiseaux. On découvre aussi diverses plantes médicinales, comme les fougères par exemple, qui peuvent être mâles, femelles ou aigles. Chacune ont une utilité, soit bénéfique, soit pour faire des choses un peu moins bien, comme déclencher des fausses couches ou des choses dans ce genre-là. Sur l'entrée des maisons, il n'est pas rare de trouver des croix, qu'on appelle des croix de la Saint-Jean, qui sont faites en millepertuis. Ça fait partie des rites et autres croyances. Cette fleur-là, c'est de l'angélique des bois, pour soigner la digestion, les maux d'estomac et l'eczéma avec les feuilles et la tige. On peut également aussi en faire un digestif, l'Isara, au Pays Basque. Quant à cette fleur étrange, c'est une carline qu'on met sur les portes, qu'on appelle en basque Ekuskilor, désolé si je prononce mal, la fleur soleil. Et a priori, c'est censé être aussi un petit peu, en tout cas, un répulsif pour sorcières, en tout cas un retardateur, car on dit que la sorcière ne peut pas passer tant qu'elle n'a pas enlevé une à une chaque pétale de la fleur. Étant donné qu'il y en a des milliers, le temps qu'elle finisse, on a le temps de se sauver.
Et dans les grottes de Zugarramurdi, nos sorcières, elles invitent une créature importante de la mythologie basque. Et cette créature importante, dans la langue basque, on l'appelle Etxai, ou encore Akerbeltz. Alors Etxai, dans la mythologie basque ancienne, c'était un professeur de sciences et de mathématiques qui vivait dans les grottes du Pays Basque. Et quand on voulait apprendre, avoir de la connaissance, on allait rencontrer Etxai dans les montagnes pour qu'il nous apprenne des choses. Mais comme l'Église s'est rendu compte que les Basques allaient un petit peu trop dans les grottes, on est venu diaboliser la figure d'Etxai. Et on lui a posé un autre visage. Et on l'a renommé Akerbeltz, qu'on va retraduire en basque par le bouc noir. Il collectionne, notre diable, petit à petit, les ombres des sorciers et des sorcières du Pays Basque. Et aujourd'hui, dans les légendes, on raconte que c'est comme ça qu'on reconnaît les sorciers et les sorcières dans nos villages. Quand on se promène dans les villages, on se dit bonjour parce qu'on est poli, mais on regarde si les personnes qu'on a croisées, elles ont une ombre derrière elles. Et si on croise des personnes sans ombre, c'est qu'on a affaire à des sorciers ou des sorcières. Alors je suis désolé, je suis un peu en sueur, j'ai un peu chaud. Après toute cette marche, on vient d'arriver aux grottes de Zugarramurdi, les fameuses grottes des sorcières. Alors c'est immense, c'est impressionnant comme endroit. Regardez derrière moi. Oui, c'est vraiment des endroits où apparemment étaient célébrés les sabbats et ce genre de choses. Et puis cet endroit qui a quand même été le berceau de l'Inquisition espagnole, comme vous avez pu le voir certainement dans la vidéo juste avant. Donc on va continuer un petit peu la visite. Alors là, je suis en train de traverser en dessous des grottes et c'est assez fou de penser en fait que tout cet endroit a été creusé par la rivière, par la mer au départ. Je crois que c'est ce que Julien avait expliqué. Par la mer au départ et puis après par la rivière. Et je sais pas si vous voyez la hauteur du truc. Bon, bien sûr, ça s'est pas fait en 2 jours. Hein. Ça s'est pas fait en 2 jours puisque cette grotte a, je crois, 260 millions d'années, ce que vous expliquez. Qu'il y a eu de la vie ici, il y a des gens qui ont vécu ici, des hommes préhistoriques. Il y a eu aussi de la vie marine, puis ils ont trouvé des fossiles marins dans cette grotte. Donc il s'est passé vraiment beaucoup de choses, elle n'est pas là depuis hier, quoi. Alors je sais pas si vous m'entendez beaucoup parce qu'il y a du bruit, mais je m'installe un petit peu ici en me disant que je vais peut-être apercevoir une lamia, je sais pas comment on se je vais redemander à Julien, qui se brosse les cheveux au bord de ce cours d'eau. En fait, il s'avère que la grande grotte qu'on a traversée tout à l'heure, c'est effectivement la plus grande du site, mais en fait c'est pas du tout la grotte dans laquelle se passaient les fameux rites. En fait, ce serait plus celle-ci qui se trouve géographiquement au-dessus. Et voilà, c'est plus celle-ci et surtout elle se trouve juste en face du pré qui est là-bas que vous verrez pas parce qu'il y a trop de soleil. C'est en fait ici que les habitants basques venaient en fait fêter la redescente des bergers de la montagne chaque week-end en fin de compte. Et en fait, ils venaient faire des fêtes ici dans les grottes. Voilà, où certainement ça buvait, ça mangeait. Apparemment, il y a une histoire de champignons hallucinogènes aussi. Donc voilà, donc ils redescendaient les animaux dans le pré ici. Et après, ils venaient faire la fête à l'intérieur de la grotte qui était juste en face. Et forcément, c'était de la célébration. Donc quand les inquisiteurs sont arrivés, ils ne comprenaient pas
leur tradition. Ils ne comprenaient pas que les gens tout d'un coup se baladaient, que les femmes dansaient autour du feu, que les gens se baladaient avec des peaux de moutons et donc des cornes de moutons des cornes sur la tête. Donc forcément ils ont tout de suite prêté ça au diable. Après toute cette marche, nous voilà enfin arrivés au fameux village de Zugarramurdi. Planté au milieu de cette vallée avec une vue extraordinaire. Le cimetière de Zugarramurdi. Et maintenant, il est temps pour nous d'entrer au musée de la sorcière. On y trouve des costumes, beaucoup de textes explicatifs sur les procès notamment, les déroulés des procès, les croyances, et des reconstitutions, des pièces uniques. C'était vraiment très très intéressant. Alors là, c'est assez incroyable. On va déjeuner dans une grotte qui se trouve donc un petit peu en retrait de la grande grotte de Zugarramurdi. Et en fait, on va prendre un repas un petit peu traditionnel à base de moutons. Donc déjà, je suis... Et là, on vient de s'installer à table et c'est assez incroyable. On a plein de petits antipastis, là, des petites choses qui ont l'air trop bonnes. Et il fait bien frais, on est bien manger dans une grotte, c'est assez incroyable. Donc, bon appétit. Le chatouiller et qui vole et qui sert aussi. Et comment finir cette visite sans passer par la côte, le littoral? C'est vraiment magnifique. Moi, c'était la première fois que je voyais vraiment... c'était la première fois que j'arrivais
à déceler vraiment l'endroit où on se trouvait entre terre et mer, c'est vraiment le cas de le dire, parce qu'on a d'un côté la campagne, et puis on a ces plages, ces criques qui sont très sauvages, avec une végétation qui est très variée, et c'est vraiment, vraiment magnifique. Alors c'en est presque vertigineux. Regardez-moi ça, en plus la mer est ultra démontée ici. Mais du coup c'est super beau. Alors c'est bizarre parce qu'elle est démontée mais il n'y a pas un souffle de vent. Alors chercher l'erreur, je sais pas. C'est chelou, mais c'est quand même hyper beau. On dirait presque le bruit d'une baleine. Ouais. Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce petit séjour au Pays Basque pour moi. C'était un séjour vraiment ensorcelant pour le coup. Ben écoutez, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, puis comme on dit ici, Ikusharte. À bientôt. Et si, comme moi, vous aussi, vous souhaitez partir sur les traces des sorcières du Pays Basque, je vous invite à rejoindre Julien dans ses marches Erialdé avec toutes les informations que je vous mets en barre d'infos. À bientôt!